Appelons cette histoire la fable de la bestiole et de l'ange. Nous finirons peut-être par lui trouver une morale. Un noble atterrissage finit un jour en capotage et en grattage à cause d'un monstre plus petit qu'une fourmi. Cette histoire met en scène les deux êtres les plus dissemblables de la planète. Voici les incroyables mais véridiques tribulations de la tique et de l'oiseau. Ce monstre noir mesure moins de 5 mm. Il deviendra rouge dans un berceau de plumes blanches. La petite bête est obsédée par la douceur et la chaleur. Il s'agit d'une tique, un être à griffes et mandibules qu'on classe dans la lignée des araignées et dans le groupe des acariens. Des tiques, nous en attrapons parfois en balade, nous ou notre chien. Elles adorent aussi les oiseaux, qui sont loin de le leur rendre. Si vous la regardez de très près, grossie 25 000 fois, la tique est un alien. Elle possède une carapace et des armes. On ne peut pas dire qu'elle suscite spontanément la sympathie. Comme il existe des poupées gigognes, il existe des mondes vivants emboîtés les uns dans les autres. Celui de l'albatros comprend des îles et un océan, une immensité de mer et de terre. Dans le microcosme des plumes de l'oiseau, les tiques s'activent à l'étage du duvet. L'ange, mais tous les oiseaux sont-ils des anges ? L'ange est un albatros de Lézan. Il plane comme un esprit de l'air au-dessus de son immense royaume. Rien moins qu'un océan, et le plus vaste de tous, le Pacifique. La tique se tient en embuscade. Mandibule aiguisée, griffes de rapace, épines sur le corps, elle a mauvaise vue, mais d'autres sens lui permettent de localiser celui qu'elle désire de tout son être, l'oiseau. Elle est petite, il est immense. Elle rampe, il enlace le ciel. Et pourtant, ils vont se rencontrer, peut-être pas tout à fait par hasard. Le minuscule invertébré a réussi son coup. Pour lui, le dandinement de l'oiseau constitue une sorte de danse triomphale. Si la tique enfourche le bon véhicule, elle aura elle-même une chance de survivre et de se reproduire. La tique est un parasite. Elle profite du bien d'autrui. Dans nos sociétés, le parasitisme a mauvaise réputation. Dans la nature, ça gratte, mais c'est banal. Une espèce en exploite une autre qu'on appelle son hôte, et voilà tout. L'équation est complexe. L'albatros règne sur les airs. La tique jouit d'un territoire minuscule, quelques décimètres carrés de sable. Elle est à peu près nulle en marche à pied.
comment attraper ce vagabond qui file en liberté sa route de nuages et de vent. Son instinct lui enseigne que même l'albatros est obligé d'atterrir un jour et de croiser sa route. Lorsqu'il marche, l'albatros devient repérable. Il signale sa présence par des vibrations de terrain, par sa respiration, ses odeurs et son ombre. La tique est une longue patience. Elle allie le sens du placement, l'anticipation et la rapidité de réaction. Ce qu'elle perçoit l'excite. Si l'oiseau passe à portée, elle lui saute sur la patte ou la plume. Le contact est parfois rude. Il arrive que pendant plusieurs années, la tique ne trouve aucun hôte. Elle survit à l'état de quasi-zombie. Elle joue la moche au bois dormant, jusqu'à ce qu'elle perçoive les stimuli qui la réveillent. Il n'est pas facile pour la tique de rencontrer le bon albatros. La saison des amours des oiseaux est aussi l'heure du rendez-vous pour les parasites. Les albatros volent et se posent. Les tiques escaladent les brindilles et se postent. De l'aube au crépuscule, il faut tenter le coup. Attraper un pied qui passe. Se laisser choir sur une tête ou un dos depuis le sommet d'une brindille. Même quand on chevauche son hôte, rien n'est gagné. Il faut espérer qu'on a parié sur la bonne monture. Le mois de novembre, sur l'atoll de Midway, tout au bout de l'archipel d'Hawaï, 400 000 albatros de Lézan débarquent. Pour les parasites, l'albatros est une cible idéale. Il est puissant et plein d'énergie. Il se regroupe en grandes colonies à date fixe et cette ponctualité favorise les profiteuses. On se demande si elles grouillaient déjà avant les albatros ou si les premières sont arrivées sur leurs ailes. Ce qui excite vraiment la tique, c'est le gaz carbonique exhalé par l'oiseau qui respire et l'acide butyrique rejeté par ses pores. Pour elle, deux drogues irrésistibles. Les yeux du parasite sont atrophiés, mais sa sensibilité chimique lui révèle la présence de son hôte. Les organes olfactifs de la tique sont situés dans de petites poches spécialisées sur les tarses de ses pattes. En quelque sorte, la tique renifle avec ses pieds. Désormais, la tique et son hôte sont unis pour le meilleur et pour le pire. L'oiseau constitue l'univers du parasite, le lieu où celui-ci trouve nourriture, abri et partenaire. Si l'hôte est faible, malade ou manque de chance, la tique est chétive, malingre et n'a pas de veine. Tout cela se passe en secret, mais au vu de tout le monde. Sur l'île de Midway, les hommes protègent les albatros, mais ignorent que les tiques oublient de respecter la consigne. Hochement de tête, dandinement, bécotage, grattage mutuel. Chez les albatros, les amours deviennent chaudes. Bagarre pour l'emplacement des nids, cris d'avertissement, de défi ou de triomphe, les oiseaux écoutent leur instinct. En cette saison, l'amour est roi. Rien ne compte, excepté de trouver le sexe opposé et de le séduire par la force ou la grâce. Dans le microcosme des plumes de l'oiseau, les tiques s'activent. Pour leur espèce, l'avenir se joue en miniature à l'étage du duvet.
Ce qui intéresse le parasite, c'est le sang. Tout le sang, rien que le sang. Le liquide rouge, tiède et nourricier. Grâce à ses pattes crochues, la tique progresse dans la jungle des plumes en quête du trésor. Le liquide pourpré, grâce auquel elle pourra, elle aussi, donner la vie. Le microscope révèle les armes offensives de la tique. Celle-ci possède des pièces buccales spécialisées. Une tête de forage aiguisée comme un stylet, bardée de dents et d'épines et reliée à un tuyau de pompage. Le rostre, aigu, hérissé de crocs en hameçon, perce la peau de l'oiseau, épiderme et derme. Puis la paroi d'un petit vaisseau sanguin, après quoi la gourmande aspire et se régale. Chez les oiseaux, l'excitation sexuelle atteint son comble. Chaque danse d'amour et chaque combat pour le territoire permettent à de nouveaux parasites d'espérer accrocher un véhicule aérien. L'albatros est passionné, la tique en profite. La parade nuptiale est complexe, superbe. On y a recensé 26 figures. Les intéressés en voient sûrement davantage. Rondes, révérences, dandinements, courbettes et tapotements frénétiques de bec alternent avec de curieux rituels de grattage ou dépouillage. Ces gestes antiparasitaires font partie depuis longtemps du patrimoine génétique des albatros, preuve que l'invasion des tiques ne date pas d'hier. Pour contaminer l'oiseau, le parasite a besoin d'un peu d'astuce et de pas mal de chance. Une course contre la montre s'engage. Il faut trouver le bon sujet qui parade et s'enfoncer dans les tréfonds de son plumage. Celle qui rate 2 ou 3 fois son coup est perdue. Ses réserves d'énergie entamées ne lui permettront pas de tenir jusqu'à la saison prochaine. Sans négliger le risque de se faire écrabouiller par quelques grosses pattes palmées. Du côté de la tique, lorsqu'une occasion se présente, il faut y consacrer la totalité de son énergie. La phase la plus périlleuse intervient lors du grand saut. La tique qui a repéré un hôte lâche son support. Une acrobatie sans filet. Chaque couple se reconstitue au début de la saison nuptiale. Le premier arrivé occupe le territoire. Année après année, ils gardent le même nid et le même partenaire. Cette fidélité est une bénédiction pour les parasites. Elle leur épargne un pénible travail de recherche et d'embuscade. Les nids grouillent de profiteurs. L'albatros qui prépare son nid douillet en le garnissant de duvet ignore qu'il le garnit de tiques. Le microcosme du plumage ressemble à une jungle. Le microscope électronique révèle le jeu des griffes des acariens dans les fines barbules. La tique résulte d'une longue adaptation. En son genre, le parasitisme est une perfection. Les tiques ne sont d'ailleurs pas seules à attendre les oiseaux. Des mouches avides de sang, dites hématophages, les imitent. Ainsi que des poux mallophages, davantage amateurs de débris de peau desquamés et donc moins nuisibles. Dans l'intimité des plumes, les bestioles sont heureuses, au chaud, au sec, en sécurité et proches des fontaines nourricières. Le parasite descend vers la peau. On jurerait un repos biologique. Il y a dans ce mouvement quelque chose de superbe et de monstrueux à la fois.
Chez les albatros, de grands renforts de caresses et d'épouillages marquent chaque épisode de retrouvailles. Tendresse démonstrative et surcroît de câlin. De longs cérémonials ravivent la confiance. Les oiseaux amoureux se bécotent et s'épouillent. Si les oiseaux ne se toilettaient pas, ils hébergeraient de plus en plus de tiques, mouches et poux. Lorsqu'ils deviennent trop nombreux, les parasites épuisent leurs fournisseurs, qui meurent, et ils finissent par disparaître à leur tour. Les rapports entre les parasites et leurs hôtes relèvent des lois de l'écologie. La nature ne connaît ni bon, ni méchant, ni utile, ni nuisible. La parade nuptiale des albatros réveille les appétits de sang. Il y a du monde à l'ouverture du bal des vampires. Les poux malophages et les mouches suceuses de sang pratiquent la stratégie d'infestation express. Les meilleurs endroits à exploiter sur l'oiseau sont ceux où le duvet se trouve clairsemé. Les cuisses, les aines, le croupion, la tête. Les mini-squatteurs du plumage ont horreur de ces nettoyages mutuels. Un méchant coup de patte ou de bec est si vite arrivé. Un voisin des albatros a trouvé une solution radicale pour échapper aux parasites des nids. La sterne Gigis blanche ne bâtit tout simplement pas de nid. Elle pond son œuf en équilibre instable sur une branche ou un rocher. Dès sa naissance, le poussin est prié de faire attention à la marche. La survie de la lignée est à la merci d'une tempête ou d'un faux mouvement. Mais les parasites épargnent le jeune. Du moins quelque temps, car ils finissent par le retrouver. On ignore comment, puisque cette espèce passe le plus clair de son existence à pêcher au large. Elle ne se pose presque jamais au sol. Le cerveau de la tique est petit, mais l'intelligence de l'espèce est grande. Et bien des mystères de l'évolution restent impénétrables. Par terre, les albatros de Lézan font leur nid. Le travail des parasites s'en trouve facilité. Le plus soigneux des épouillages n'arrête pas l'invasion. Notre héroïne acarienne a pris de l'embonpoint. Son abdomen, insignifiant jusqu'alors, se révèle aussi plastique qu'une outre de caoutchouc. La tique est gorgée à craquer. Elle a absorbé 20 fois son volume de sang. Soudée à la plaie qu'elle a ouverte dans la peau tendre de sa victime, la profiteuse a pompé, pompé, pompé avec une manière d'obsession. Ce festin de Dracula est indispensable, moins pour la tique elle-même que pour sa progéniture. Dans cette fable, il est temps de préciser un point. Seule Madame boit. L'afflux de sang dans son ventre déclenche la maturation des ovules. Il offre aux œufs les réserves indispensables. Repue, incapable d'avaler une gouttelette de plus, la femelle lâche prise, se traîne hors des plumes et se laisse choir à terre. Le mâle demeure petit, léger, svelte, bref, à jeun, privé de festin. Il ne sert qu'à fabriquer des spermatozoïdes. Pour lui, la nature n'a pas prévu de dîner.
La copulation a quelque chose de surréaliste. Une énorme dame et un petit monsieur ridicule, cramponné au ventre qui déborde. La femelle ne se contente pas des hommages d'un seul prétendant. Elle met en réserve du sperme pour le restant de ses jours. Elle ne connaîtra qu'une fois l'extase amoureuse. Les mâles se retirent de la scène, épuisés. Ils ont fini leur temps. Nul n'en a plus besoin, on les oublie, ils meurent. Chaque femelle mûrit en secret ses ovules fécondés dans son ventre. Au bout de quelques jours, elle pond dans l'herbe ou les feuilles mortes. Selon son genre, elle expulse des dizaines, des centaines, des milliers de petits œufs gluants qu'elle abandonne à leur destin. La stratégie de reproduction de l'albatros est à l'exact opposé. Les parents sont égaux, fidèles et ne fabriquent qu'un seul œuf. Ils prêtent la plus grande attention à l'élevage du poussin. D'un côté, on parie sur la multitude, de l'autre, sur la qualité des soins. Au bout du compte, le résultat est le même. Le nombre de rejetons qui arrivent à l'âge adulte égale le nombre de leurs parents. Les femelles tiques donnent l'impression d'être saoules. À voir ces petites outres boursouflées, on imagine à quel point ces vampires affaiblissent leur hôte quand ils prolifèrent. Elles roulent dans les nids. C'est le meilleur moyen d'assurer la contamination des générations futures d'albatros. Fatiguée par la gestation et la ponte, la femelle confie l'œuf au mâle et part se refaire une santé au large. Elle pêchera pour elle et pour le poussin à naître. Lorsqu'elle s'éloigne, forcément, elle n'est pas seule. Dans son plumage, des parasites sont goulûment attablés. Pour la tique, l'époux mâlophage et les mouches suceuses de sang, le risque est désormais de subir un bain froid, et même très froid en cas de tempête. Voilà ce qu'il en coûte d'essayer de dérober une goutte de sang à un oiseau de mer. Après avoir mis un peu d'ordre autour du nid, Madame prend la brise et décolle. L'oiseau n'oublie jamais le vent. L'albatros encore moins qu'un autre. Il en a besoin pour décoller. Il fait corps avec lui. On dirait qu'il est de la substance du fluide aérien, qu'il en saisit chaque caprice ou chaque vibration, qu'il y répond du bout des ailes. En plein vol, le vent fait chanter les barbes des plumes. Les 1000 marins défilent. La tique ne songe qu'à se cramponner. Elle se moque du paysage puisqu'elle n'y voit rien. Les albatros sont géographes. Ils connaissent les océans mieux que les marins. Un voyage de 3000 km entre Hawaï et la mer de Bering ne leur fait pas peur. Ce sont des planeurs parfaits. Ils utilisent le moindre souffle pour avancer sans effort. Ils trouvent dans ces eaux froides une nourriture abondante. Le territoire de pêche de cette femelle borde l'immense cordon volcanique des îles Aléoutiennes qui relie l'Alaska à la Sibérie, l'une des contrées les plus poissonneuses du monde. L'albatros de Lézan est un opportuniste. Il patrouille sur l'océan en quête de poissons, de crustacés et de calmars. Chaque fois que l'oiseau se pose sur la vague pour becqueter quelque chose ou se reposer, la tique se fait asperger. C'est le prix à payer pour ce voyage au long cours. Pour un vagabond du ciel au ventre creux, une bande de fulmars posée sur l'océan parle comme une promesse de ripaille.
L'albatros est volontiers charognard. La piétaille des fulmars attend qu'il perce le ventre de cette morue à l'agonie, après quoi ce sera la curée. Mais il semble que le morceau ne soit pas assez rance. Il y a plus savoureux et moins fatigant, de la chair fraîche. Il suffit de chercher. Voici le meilleur ami de l'oiseau de mer, un navire de pêche. Du moins quand la ligne est remontée et ne constitue plus un piège mortel sous la surface. Les hommes exploitent ces parages poissonneux. Leurs bateaux laissent des sillages de déchets odorants qui attirent les opportunistes à des kilomètres. Cette embarcation spécialisée dans le flétan rejette de généreuses quantités de tripes et d'appâts à demi consommés. Un festin pour les fulmars et les albatros. Le navire avance lentement pour permettre aux hommes d'embarquer les prises. Les maîtres du vent n'ont aucune peine à suivre. Ils s'égrènent jusqu'à l'horizon en bandes plus ou moins populeuses et batailleuses. Leur humeur dépend de l'abondance de la nourriture. Dès qu'il y a à manger, la bagarre éclate vite. Les coups d'ailes et de bec partent sitôt qu'un pêcheur lance quelque chose dans la vague. Les fulmars sont nombreux, mais les albatros puissants. Force reste à la force. Les bagarres des emplumés pour des bouts de poisson décrochent parfois les parasites. Le risque de noyade est minime à brève échéance. La tique tient plusieurs jours en apnée. Mais elle ne traverse pas le Pacifique à la nage. Au secret du plumage étanche et soigné des oiseaux, les tiques ne lâchent pas prise. Pour elles, rien n'a vraiment changé. Davantage d'humidité, certes, et un bon coup de frais. Mais ces créatures supportent des conditions extrêmes. Poisons violents, radiation nucléaire, haute pression, basse pression, sécheresse, défaut d'oxygène, écart thermique, rien ne les effraie. Enfin presque. Celles qui se cramponnent à la limite du duvet peuvent glisser, recevoir un coup de bec et finir en eau froide. Durant la partie de pêche, les escarmouches continuent. On imagine l'énergie que dépense l'oiseau dans ce maelstrom. La tique s'en moque. Son hôte se fatigue pour elle. L'albatros met à la disposition du parasite ses ailes, ses sens, ses muscles, son estomac, ses poumons, son cœur, jusqu'à sa connaissance de la mer et des vents, jusqu'à son expérience individuelle et collective, en un mot, jusqu'à sa matière grise. Au bout de cette formidable machine à transformer la chair de poisson en énergie vivante, il y a la tique. Une fois branchée, celle-ci n'a plus qu'à aspirer un concentré d'énergie. La bestiole a servi le roi des vents, elle en fait son esclave. Le prédateur paraît noble, mais le parasite triomphe. La pêche terminée, les bateaux s'éloignent. Les oiseaux se reposent et digèrent leur orgie. Après la foire d'empoigne et la grande bouffe, ils se toilettent longuement à la surface de la mer. La vague se jonche de plumes arrachées dans la bagarre ou détachées d'un coup de bec soigneux. Funeste coquetterie pour cette tique qui barbote. Elle avait choisi la mauvaise plume. Dans le vocabulaire philosophique, on appelle ça une impasse existentielle. Ailleurs, on dit la scoumoune.
Courant favorable et coup de veine incroyable. La naufragée s'échoue sur le sable, dans un état encore acceptable, sur le rivage du Nil aléoutienne. Si elle veut survivre, 2 stratégies s'offrent à elle. Trouver un hôte de substitution. Par exemple, ces aigles pêcheurs ou pigargues à tête blanche. Ou bien tomber en léthargie en attendant des jours meilleurs, c'est-à-dire un nouvel albatros, au risque de ne jamais se réveiller. Se pourrait-il que l'humble bestiole ose parasiter l'emblème des États-Unis d'Amérique? On l'a dit, la tique n'est pas marcheuse. Comment pourrait-elle atteindre un de ces rapaces au comportement desquels son instinct n'est pas préparé? La tique y était presque. L'aigle pêcheur vit sa vie. Pique du haut du ciel, prélève un poisson dans la vague, dispute sa prise, bref, il est insaisissable, bien loin du sage albatros rivé sur son nid. La tique se tient en embuscade. Projetée par hasard dans un milieu qu'elle ne connaît pas, elle tire de ses gènes sa capacité à survivre ou à disparaître. Sa survie et celle de sa lignée dépendent de sa capacité d'adaptation et de sa bonne fortune. Là-haut, les aigles jouent les acrobates. Notre tique semble mal partie pour faire souche aux aléoutiennes. Pendant ce temps, sur l'île de Midway, à Hawaï, les albatros au nid sont livrés à l'appétit des parasites. Ils ne peuvent cesser de couver sans mettre en danger leur œuf. Les buveurs de sang ne les épargnent pas. Bec, front, cou, pattes, il y en a partout. Les bestioles courent sous les plumes et s'établissent là où le flux nourricier est le plus vif. Une vision inhabituelle du nid. Le microscope permet de découvrir qu'il s'y presse pêle-mêle des larves à 6 pattes, des nymphes et des adultes à 8. Certains adultes ne font encore que se réveiller. D'autres, gorgés de sang, sont sur le point de pondre. D'autres encore ont libéré leurs œufs et achevé leur cycle reproducteur. Les oiseaux que les tiques investissent ne semblent pas éprouver de démangeaisons intolérables, du moins pas à la mesure de ceux qui grouillent sous leur plumage. Les tiques ne descendent jusqu'à la peau que pour piquer et sucer. Lorsqu'elles le font, c'est indolore. À mesure que l'incubation progresse, le nombre des parasites augmente. L'explosion démographique culminera avec l'éclosion. Qu'adviendra-t-il du poussin? Le nid offre des conditions de vie idéales aussi bien à l'œuf qu'aux tiques. Chaleur, humidité, obscurité, sécurité. Certains albatros, qu'on pourrait appeler les gratouilleurs de passage, s'arrêtent pour prêter un bec secourable aux couveurs astreints à l'immobilité. Service de toilettage à domicile. Les albatros sont des oiseaux sociaux. Chaque échange, amical ou hostile, est aussi l'occasion de se refiler des parasites. Aux îles aléoutiennes, sur la plage aux aigles pêcheurs, le temps ne va pas en s'améliorant. Les brumes et le froid s'installent. De violentes averses balayent les hauteurs à longueur de journée. Ce climat déplaît à notre petit parasite. Paradoxalement, cette record woman des conditions extrêmes n'aime rien moins dans la vie courante que son confort. Les tiques ont besoin d'une fissure, d'une crevasse, d'un logis qui leur permette de se prémunir contre l'excès d'humidité. Qui chantera un jour le malheur existentiel de la tique trempée?
Chaque matin, au petit jour, arrivent des vagues de grands corbeaux au lever des dortoirs. Pour la tique, les corbeaux sont des oiseaux plus difficiles encore à enfourcher que les pigargues. Ils sont imprévisibles et rapides. Ils maraudent çà et là selon leur humeur, toujours en quête d'une aventure ou d'une charogne. Tantôt, ils jouent les risques-tout dans l'atmosphère. Tantôt, ils fouillent la plage à la recherche de quelques friandises à gober. La tique n'est pas adaptée à cette existence. Aucun moyen d'embarquer sur l'un de ces oiseaux. Ses réserves vitales s'amenuisent. Du côté du corbeau, aucun problème. Le rusé passereau en habit noir retourne les galets et les coquillages pour y dénicher insectes et crustacés. Une certaine cousine des araignées, classée parmi les acariens parasites, ferait aussi l'affaire. Et c'est ce qui arrive. Pour la tique et sa descendance, l'espoir finit dans le gésier du corvidé. Jeu cruel du hasard et de la nécessité. Sur l'île de Midway aussi, les nuages s'épaississent. Un orage tropical éclate. Excellente nouvelle pour les couveurs bloqués depuis 15 jours. Plaisir sensuel de la pluie. Un peu d'eau sur le bec et dans la gorge est une jouissance. Bonheur de se désaltérer. Pour l'albatros, couver signifie ne pas bouger, ne pas boire, ne pas manger. Pour la tique, la goutte ne pèse pas le même poids. C'est une cataracte, un Niagara. L'albatros est mouillé, la tique est au sec. Les parasites se réfugient au plus profond du plumage de l'hôte, qui joue le rôle de parapluie. Au nid, la progéniture de la tique voit le jour. Lorsqu'elles éclosent, les larves n'ont que 3 paires d'appendices locomoteurs. Elles se métamorphoseront en nymphes et gagneront une paire de pattes, puis en adultes, le tout en 6 semaines, parfois moins. Tout dépend de la chaleur et de l'humidité. Les jeunes tiques se débrouillent toujours pour arriver avec un temps d'avance. Maintenant, dans la colonie d'albatros, les poussins peuvent éclore. Sur leur nid, les couveurs s'agitent. Ils savent que l'époque est aux événements majeurs. L'heure des éclosions a sonné. Il faut du temps et beaucoup d'efforts au bébé albatros pour briser sa coquille à l'aide de la dent de l'œuf, ou diamant, qu'il a sur le bec et qui disparaîtra bientôt. Son père l'aide à élargir les fissures. L'extraction est pénible. Et que croyez-vous qu'il se passe? La tique est déjà là, qui guette. Elle arrive devant l'œuf à l'instant où le poussin s'en extrait. On mesure l'opportunité qui s'offre aux parasites. Un oisillon tendre, pas de plumes, un léger duvet, une peau facile à percer, un corps rempli de bon sang rouge. Tout cela dans l'ambiance la plus douillette dont on puisse rêver. Et à l'abri des dangers, vautré sur son rejeton, l'albatros adulte constitue la plus sûre des toitures. Le poussin expulse les débris hors du logis. Mesure d'hygiène et de défense. L'odeur des membranes décomposées attirerait trop d'importun. L'évolution commune, la coévolution, du parasite et de l'hôte a permis à la tique de faire coïncider de façon idéale son cycle reproducteur avec celui de l'oiseau.
Les larves se métamorphosent au moment où l'hôte est le plus exposé, le plus faible, le plus vulnérable, à l'état de nouveau-né. Elles profitent à plein de l'éclosion des poussins. Une tique produit des milliers de larves qui doivent à tout prix prendre un repas de sang pour grandir. Le poussin reste confiné plusieurs semaines au logis. Les tiques vont pouvoir se régaler. Dans l'herbe, les troupes d'invasion ont entamé la manœuvre. Une prise d'assaut, une guerre de masse. Les larves affamées s'ajoutent à la foule des adultes dans le plumage du poussin et de ses parents. Cette cohorte grouillante a besoin de festins d'hémoglobine. On n'exagère pas en parlant de pillage de l'énergie vitale des oiseaux. Et il en faut de la matière pour remplir un abdomen de tique. C'est extensible et prévu pour gonfler. Un gros repas de sang permet à la larve d'effectuer sa première mue. Plus tard, la tique devra subir 4 autres changements de carapace pour avoir la chance de se reproduire. Au total, le parasite pompera une larme de sang à 5 hôtes différents pour engendrer une descendance. Leur banquet inaugural achevé, les larves quittent le couvert du plumage pour aller muer dans une cachette. C'est là qu'elles deviendront nymphes. Elles acquerront alors leurs attributs d'acariens, 4 paires de pattes. Le nombre d'enveloppes de mue vides ou exuvies dispersées alentour donne une idée du taux d'infestation. La pullulation des parasites peut devenir intenable. On a compté jusqu'à 20 000 tiques dans un seul nid. D'une façon générale, les parasites n'ont aucun intérêt à tuer leur hôte. Sans lui, ils meurent. Mais ils ont tendance à l'exploiter au maximum. Ils poussent parfois le bouchon trop loin. Certaines saisons, la multiplication des tiques est si délirante que 95% des œufs et des poussins sont abandonnés. Comparativement, les grands prédateurs ont une influence négligeable. Dans de telles conditions, aussi motivés qu'ils soient, les parents désertent. On peut supposer qu'ils regrettent leur logis puisqu'ils y étaient fidèles. Mais leur survie est en jeu. Cet oisillon attend sa mère, partie pêcher au large. Lorsque le ravitaillement tarde, l'impôt de sang versé aux tiques devient exorbitant. Le petit s'affaiblit, dépérit, vidé de sa substance et de ses forces. L'amaigrissement excessif, la cachexie, ne constitue pas la seule cause de mortalité imputable aux parasites. Les tiques véhiculent toutes sortes de microbes qu'elles transmettent en suçant le sang. Ces virus ou bactéries pathogènes déciment les bébés albatros. Les adultes, moins vulnérables, n'ont d'autre choix que d'oublier la petite dépouille. Mais ils perdent une précieuse année de reproduction. Toutes requinquées et le jabot bourré de plus de 2 kilos de nourriture, les femelles albatros sont sur le chemin du retour. Le vol est périlleux depuis les volcans des Aléoutiennes. Il faut franchir cet océan qu'on baptise Pacifique et qui ne l'est pas si souvent.
Le soleil, le bleu, les cocotiers, l'île de Midway, enfin. Mais la fable n'est pas écrite. Les retrouvailles entre parents nécessitent courbettes, révérences et dandinements, sans oublier de longs épouillages et des bécotages torrides. Il s'agit d'un code, d'un langage de l'espèce. Mais aujourd'hui, l'incompréhension guette. Ce père semble aussi motivé par son devoir de couvaison qu'il refuse de céder la place. L'oisillon est affamé. La femelle cherche à le convaincre en alternant craillements sonores, postures indignées et coups d'épaule. Après de longs palabres, le mâle rend raison à sa compagne, le poussin peut dîner. La tête enfoncée dans le jabot de sa mère, il se goinfre d'une délicieuse pâtée au concentré de poisson. C'est prédigéré, bourré de protéines, de vitamines, d'énergie. Ça descend tout seul. Ça nourrit non seulement l'oisillon, mais la tique qui se branche. La fin de la saison des oiseaux approche. Cette femelle achève sa phase de reproduction. Elle a mangé pour l'année. Elle quitte pour de longs mois le plumage immaculé qu'elle escalade en acrobate. Tandis que la piétaille des larves part à l'assaut des poussins, elle cherche un abri pour l'hiver. Elle le désire, confortable, sec, serré au corps et à l'abri du bec des passereaux. Bien cachée, elle éteindra littéralement ses sens et tombera en léthargie jusqu'à la prochaine saison. Or, qu'advint-il de la tique de notre fable? L'année suivante fut jeûnée, puisqu'elle ne trouva pas d'albatros à enfourcher. L'année suivante aussi, et la suivante encore. Elle vécut sur ses réserves, de justesse. 5 ans plus tard, elle eut l'opportunité d'embarquer. Un jeune albatros à pieds noirs avait choisi de naître et de grandir près de sa cachette. Il était déjà tard dans l'année. La tique se décida. La fin de la saison approchait, le voyage risquait d'être sans retour. Il lui fallait de l'énergie et un bon véhicule. Sa monture n'était pas très experte dans l'art de voler. Le jeune albatros s'essayait encore à chevaucher le vent. La tique se gorgea de sang vif au creux de ses plumes. Elle resta quelques heures branchée sur le vaisseau sanguin. Sa salive anticoagulante lui permit de boire très vite. Quand il voulut partir pour de bon, l'oiseau ne décolla pas assez loin, pas assez haut, pas assez bien. Il se posa sur la mer, non loin de la plage. Une torpille se matérialisa dans l'eau. Un aileron trancha la surface.
Ainsi la tique et l'oiseau finirent ensemble dans la gueule du requin-tigre. Si bien qu'il n'y a aucune morale à notre fable. Certains pourtant racontent qu'un peu plus tard, un albatros de Lézan se gratta le ventre en plein vol après avoir becqueté la carcasse d'un squale qui avait gobé un jeune albatros. L'irréductible tique aurait élu un ultime et incroyable coup de chance. Il arrive à la nature d'exagérer.